Bonsoir à tous et bienvenue sur E-Tech Alsace. Alors, on continue notre série d'interviews avec aujourd'hui un sujet, je sais, qui va vous intéresser de manière très importante, c'est la méthode Elon. On avait déjà eu le plaisir de recevoir Michael Valentin, il y a, je pense, il y a presque un an maintenant, sur le teslisme. Donc, voilà, je suis ravi de discuter encore une fois avec Michael. Bonjour Michael, bonsoir Michael. Bonsoir. Merci beaucoup de réavoir accepté l'invitation et de pouvoir parler de ce nouveau livre qui vous a pris beaucoup de temps avec vos collaborateurs d'OPO Conseil. Je vous laisse vous présenter déjà, redire quelle est votre expertise et puis pourquoi refaire un livre sur Elon Musk, cette fois plus particulièrement sur Elon Musk, sur la méthode Elon plutôt. Ouais. Déjà, merci pour l'invitation, Claire. Très content d'être avec vous ce soir sur ITEC Alsace. Alors, je me représente en Michael Valentin, donc je suis un des associés du cabinet OPO, qui est un cabinet spécialisé dans la transformation des industries. C'est un cabinet qui a été créé pour accompagner le tissu industriel dans ces transformations. Donc, on accompagne à la fois des groupes, des PME, plutôt françaises, mais on va dire européennes, mais plutôt françaises. Et on a créé ce cabinet parce qu'on pense que l'industrie, c'est un secteur qui est hyper important pour l'économie, qui est hyper important pour la transition environnementale et qui est hyper important pour l'équilibre entre les territoires. Parce que traditionnellement, les usines sont plutôt dans ce qu'on appelle les territoires, les régions en France, hein, et c'est pareil dans les autres pays d'ailleurs occidentaux, alors que les sièges, etc., sont plutôt dans les métropoles. Et on pense que l'industrie, c'est un régulateur en fait, de l'économie. Et donc voilà. Pour toutes ces raisons, on a créé OPO. Et moi, en termes de parcours, j'ai commencé dans l'industrie, j'étais responsable de maintenance dans l'automobile au départ, et j'ai ensuite eu un parcours chez McKinsey. Puis on a créé donc ce cabinet à trois avec deux cofondateurs, Frédéric et David. Voilà. Très bien. Donc, en plus, ça apporte vraiment un sujet très important, c'est-à-dire la réindustrialisation de la France et de Ouais, l'Europe. ouais. Et à travers votre expertise, vous avez vu aussi que la tech, la nouvelle technologie, les données font partie intégrante de ce phénomène de réindustrialisation, c'est ça? Ouais, donc évidemment, étant donné la vision, la mission qu'on a chez OPO, euh, de- depuis très longtemps, on pense que la souveraineté industrielle, c'est fondamental, et je pense que la plupart des Français s'en sont aussi rendus compte du coup pendant le Covid. Alors ça date pas du Covid, en fait, il y a un vrai mouvement depuis 2010, un mouvement même politique hein, qui a été incarné par plusieurs, que ce soit de droite ou de gauche, hein, à peu près tous les politiques ont pris conscience que ce sujet était important contrairement à ce qui s'est passé avant les années 2010. Donc, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais et donc pour être capable de faire ça, de retrouver une souveraineté industrielle, ce qu'on pense chez OPO, c'est qu'il est hyper important d'hybrider le secteur de la tech, donc ce qu'on appelle la tech, on va revenir dessus, donc le digital, la donnée, de mieux utiliser la donnée, et l'industrie traditionnelle, et que c'est comme ça qu'on fera les champions de demain, qui permettront donc à l'économie française, européenne de redevenir forte et aussi d'être respectueuse de l'environnement, notamment avec l'industrie circulaire. Donc voilà. Donc pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre sur la méthode Elon pour répondre à votre question, Pierre. Euh, L'idée, c'est justement de codifier un certain nombre de tactiques qu'on a pu voir chez ceux qui y arrivent. Hein, on va en reparler tout à l'heure, mais il y a malheureusement qu'un petit pourcentage des industriels qui arrivent aujourd'hui à faire cette transformation, à tirer le meilleur de ce qu'ils peuvent de la tech et de la donnée. Et donc, ces gens-là qui sont très en avance, comment est-ce qu'on s'inspire d'eux pour pouvoir transformer la masse, la grande masse des industriels qui, eux, sont en cours de transformation, mais qui n'ont pas encore forcément la bonne vitesse ou les bons leviers pour y arriver. Tout à fait. Et donc, on va voir que au niveau des licornes industrielles, ce que je vais montrer après, déjà, il n'y a pas beaucoup de licornes industrielles. Il y a beaucoup de licornes dans la tech, hein. Bon, il y a Blablacar, des Mmh. entreprises comme ça, mais il n'y en a pas trop au niveau industriel. Et on le voit d'ailleurs sur ce schéma qu'en termes de licorne en tant que telle, on voit que l'Europe, par rapport aux États-Unis ou même la Chine, on est quand même derrière. Alors là, c'est carrément un graphe sur toutes les licornes. Donc, on voit qu'on est, même si on prend donc en Europe, c'est quand même beaucoup France, Allemagne, Angleterre. Évidemment, c'est les plus grosses économies. Si on cumule les trois, on arrive là, bon, en gros, une centaine de licornes. Donc, c'est à peu près 20% de ce qui se passe aux États-Unis et c'est à peu près la moitié de ce qui se passe en Chine et c'est à peu près l'équivalent de l'Inde. Donc, on voit que l'Europe, même si c'est le plus gros marché en mondial économiquement, malheureusement, sur la tech, on est quand même un peu en retard. Donc, ça, c'est la tech en général. Et Ouais. après, du coup, si on parle en plus d'hybridation avec l'industrie, ce qui se passe, c'est que traditionnellement, on était quand même une puissance industrielle forte, l'Europe, hein, au début du XXe siècle et pendant tout le XXe siècle. Et puis petit à petit, on a quand même perdu des parts de marché beaucoup par rapport à l'Asie, notamment la Chine et la Corée, qui sont des grosses puissances industrielles maintenant. Chacun des deux pays, il y a plus de 30% de son PIB qui est industriel, alors qu'en Europe, on est sur des pourcentages qui varient. En gros, France, Angleterre, Italie, on est autour de 10-15%. Il y a l'Allemagne qui résiste pas mal avec 20%.
Mmh. Mais donc voilà, donc on a pris à la fois du retard sur l'industrie classique et en plus sur la tech, on n'est pas forcément les plus en avance. Donc comment est-ce qu'on rattrape ce retard? Donc c'est tout l'objet du livre. Il y a une partie qui peut être faite par la puissance publique, avec les milliards qui ont été déversés dans France 2030 ou dans le plan européen, avec la facilitation de la création justement de ces startups industrielles. Et puis il y a toute une partie qui doit venir de l'intérieur des entreprises pour qu'elles puissent se transformer beaucoup plus vite et pour les startups industrielles, qu'elles puissent passer à l'échelle de manière beaucoup plus rapide pour créer des nouveaux champions industriels. On le voit, hein, dans votre livre, vous parlez bien que le PIB industriel de la France, entre 1990 et 2000, il va passer de 22 à 17, et puis après de 17 à 13. Donc on voit que là, on a vraiment une perte de vitesse et que l'industrie, c'est quand même une valeur ajoutée énorme dans les pays industrialisés, comme on dit. Alors, je trouvais ça aussi intéressant au niveau des types d'industries qu'on a, oui, d'industries qu'on a. On voit qu'il y a différents on va dire, type d'industrie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus entre les suiveurs et puis ceux qui sont déjà dans le Teslisme? Ouais, je reviens juste sur ce que vous disiez juste avant. En fait, donc on est passé en gros 20% du PIB qui était industriel à 10% en fait en France depuis 1990 jusqu'à maintenant. Et depuis 2010, on est sur un plateau, donc on a arrêté l'hémorragie, mais on a du mal à repartir. Pourquoi c'est important? On pourrait se dire, bah, finalement, c'est 10% de l'économie, ne nous focalisons pas là-dessus. En fait, c'est très important parce que quand on regarde la balance commerciale, qui est un élément important de la richesse d'un pays, en fait, 80 à 90% des exportations d'un pays sont liées au secteur industriel. Donc, avoir un secteur industriel fort, c'est assurer une balance commerciale positive. Et d'ailleurs, bah, depuis une dizaine d'années, notre balance commerciale est négative alors qu'elle était positive avant. Et donc, en fait, le fait de ne pas avoir un secteur industriel fort, ça nous rend beaucoup moins compétitifs que le reste du monde. Et donc, réavoir une part d'industrie plus importante dans le pays, c'est bien plus important que ce sujet de 10%. Et puis le deuxième aspect, c'est que autour de l'industrie, il y a plein de services. Et donc, si on n'a pas ce secteur industriel qui est un peu comme une locomotive, on n'a pas la R&D parce que 75% de la R&D est fuelée par le secteur industriel. Et en fait, un emploi créé dans une usine ou un emploi industriel direct crée en général 2 à 3 emplois supplémentaires dans les services liés à l'industrie. Donc tout ça pour remettre dans le paysage global l'importance du secteur industriel sur toute l'économie. Après, pour revenir à la deuxième question qui est sur cette page-là, en fait, c'est la manière avec laquelle on segmente, nous, chez OPO, les différentes entreprises du secteur industriel. Chez OPO, l'ordre de grandeur, c'est on a accompagné à peu près 1 millier d'industriels, donc on a une vue assez panoramique sur ce qui se passe dans le secteur. Moi, à titre personnel, j'ai vu à peu près 300 usines dans ma carrière. Et en fait, ça nous permet de segmenter un peu ce qui se passe en termes de transformation, justement, vers un modèle qui soit beaucoup plus hybridé avec la tech. Ce que moi, j'appelle le teslisme, en fait. Et donc, on voit qu'il y a 4 catégories. Il y a ce qu'on appelle les suiveurs, et ça, c'est à peu près 30% des industriels qui, grosso modo, ont compris qu'ils devaient se transformer, ont commencé à faire des transformations locales. Donc, local, ça veut dire j'ai mis en place une application, un logiciel pour créer de la valeur pour les utilisateurs. Donc, typiquement, je sais pas, digitaliser l'ordonnancement sur un atelier de fabrication, digitaliser le pilotage de performance, etc. Mais j'ai pas encore réussi à connecter ça avec mon système IT, avec le reste de l'entreprise. Et donc, j'ai pas forcément l'effet de passage à l'échelle. Le marais Poitevin, c'est la majorité après 5 cours secondes. C'est-à-dire qu'on a un plan de transformation digitale qui a été défini. On a commencé à faire des transformations locales, mais on est un peu bloqué parce qu'on n'a pas forcément les bonnes ressources, les bonnes compétences. Et surtout, on a du mal à connecter les cas d'usage qu'on a commencé à créer, que ce soit en fabrication, en qualité, en maintenance, en supply chain, avec la structure existante, les systèmes existants IT. Puisque historiquement, une entreprise industrielle, ce sont des gros systèmes qu'on appelle les ERP pour la planification et pour la finance, qu'on appelle le PLM pour plutôt le développement des produits, qu'on appelle le CRM pour les ventes. Donc, c'est du très gros système comme ça, mais qui sont très rigides. Et donc, la nouvelle façon agile de faire ça, c'est d'avoir plutôt des briques qu'on peut facilement plug and play les données de l'entreprise et qui créent beaucoup de valeur tout de suite. Et donc, le Marais Poitevin, c'est tous ces gens qui, en fait, ont réussi à créer de la valeur localement, mais qui n'arrivent pas à changer leur structure fondamentale de leur service IT pour être beaucoup plus ce qu'on appelle data centric. Ensuite, on a ce qu'on appelle les vitrines. Alors, eux, c'est à peu près 15% des entreprises. Ils ont réussi à faire ce changement-là, pas forcément sur toutes les fonctions de l'entreprise, mais sur un ou deux verticaux. Donc, ce qu'on appelle un ou deux verticaux, c'est par exemple, ils ont réussi sur une partie de leurs usines bah, à transformer la façon d'utiliser la donnée. Donc, par exemple, je sais pas, moi, dans les usines, ils ont un PNL qui se fait en temps réel et qui fonctionne, et ils ont réussi à passer ça à l'échelle sur toutes leurs usines. Et donc, ils D'accord. ont créé la structure de données qui va en face de ça. Donc, il y a une partie de l'entreprise qui a réussi à se transformer, et donc, ils sont vraiment vitrines pour ça. Ils ont donc des bonnes compétences de transformation, etc. Mais ils ne sont pas encore réussi, par contre, côté business, à en profiter un maximum pour créer plus de chiffre d'affaires, plus de revenus.
Et puis ceux qui sont pour moi dans le Teslisme, c'est à peu près 5% des industriels, c'est ceux qui à la fois ont réussi du coup à transformer en termes de compétitivité leur outil industriel, leur supply chain, leur métier, mais qui en plus ont réussi à passer à l'échelle des nouveaux modèles d'affaires. Donc nouveau modèle d'affaires, ça veut dire je fais autre chose vis-à-vis de mon client. Donc par exemple, si je vendais un produit, je vais être capable de vendre des services associés à ce produit. Par exemple, j'accompagne actuellement un client qui était un fabricant de machines et qui se met à vendre du logiciel grâce à ces machines, parce que tous les jours, il a des utilisateurs qui utilisent ces machines. Et donc, il D'accord. va commencer à vendre des logiciels qui permettent de mieux utiliser ces machines. C'est un changement de modèle d'affaires. Donc, réussir à obtenir des nouveaux revenus grâce à ce nouveau modèle d'affaires, bah, c'est une nouvelle façon de faire du business grâce à la tech. Très bien. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que, on a cette différence entre greenfield et brownfield, hein. C'est-à-dire que certains disent que, bah, quand l'industrie est déjà là, c'est ça d'une certaine façon, ça a l'air un peu plus compliqué, bah, de changer le modèle et d'intégrer la tech, plutôt que quand on part de zéro, où on part déjà d'un modèle, on va dire, tech. Comment les gens perçoivent ça dans l'industrie? Est-ce qu'ils trouvent ça insurmontable ou est-ce qu'il faut qu'ils acquièrent une nouvelle culture et des nouvelles compétences? Alors, les deux sont compliqués parce que créer une startup, c'est quand même pas simple de base, hein, parce qu'il faut s'attaquer à un marché qu'on connaît pas, tout faire en parallèle, créer à la fois le produit, aller chercher des clients, bien comprendre les besoins, et puis il y a tout le côté technique. Il faut tout développer en même temps, et il faut le faire assez vite parce qu'en général, on a des actionnaires qui sont des fonds ou ce qu'on appelle des VC, donc qui nous donnent de l'argent, mais qui ont des attentes sur des années très courtes. Donc, créer une startup, c'est pas forcément simple. Mais ceci dit, c'est quand même peut-être plus simple de partir d'une feuille blanche que de transformer une entreprise existante parce qu'il y a tout ce qu'on appelle la dette technique. C'est quoi la dette technique? C'est le fait de se dire que malheureusement, quand on a un vécu d'industriel, souvent ça s'est fait par couches successives, donc on a empilé tout un tas de choses, et notamment sur la partie informatique, on a empilé des systèmes les uns aux autres. Et moi, je connais beaucoup d'industriels qui ont eu de la croissance externe, c'est-à-dire que vous aviez un métier de départ, puis vous avez racheté d'autres entreprises. Donc vous avez fini par faire voir un groupe en rachetant plein d'entreprises. Donc, il a fallu les intégrer tout ensemble. Et souvent, bah, toutes ces entreprises, elles avaient une façon de gérer leurs données différentes, des systèmes informatiques différents. Donc, vous avez plus ou moins réussi à converger tout ça, faire converger tout ça. Donc, souvent, il y a encore plein de systèmes différents. Par exemple, on a accompagné un client récemment. Il avait 15 sites industriels et en tout, il y avait 4 systèmes qu'on appelle ERP. L'ERP, c'est vraiment le moteur d'une usine en termes de planification industrielle. Il avait 4 systèmes ERP différents. Donc, quand vous voulez faire se parler les usines, échanger par exemple des ordres de fabrication de l'une à l'autre, etc., il y a énormément de complexité. Donc, si vous voulez détricoter ça pour passer sur un système qui est beaucoup plus centré sur la donnée, plus agile, qui est capable comme ça justement d'avoir de la flexibilité, de passer des ordres de fabrication d'un site à l'autre, d'être beaucoup plus réactif face au marché, là, vous devez non seulement poser une vision, mais en plus détricoter l'existant et retricoter un nouveau système. Donc c'est là qu'est la complexité de ce qu'on appelle le brownfield. Et c'est pour ça qu'on a écrit la méthode Elon, c'est du coup quelles sont les bonnes tactiques pour réussir à faire ça dans la bonne séquence et avec les bonnes compétences. Donc quelle est la méthode pour réussir à faire ça? Et il y a plein d'ingrédients qui permettent de faire ça en créant de la valeur au fil de l'eau, quoi. Absolument. Donc on va voir notamment donc, vous les concepts que vous préconisez, hein, qui font partie de la méthode Elon. Donc il y en a et ça fait une sorte de papillon comme on voit là, on va pas tous les détailler parce que c'est ça serait hem, mais je voulais en retenir, quelques-uns. Alors peut-être avant de commencer de la culture ingénieur à culture customer, je voulais, montrer, la cette, vidéo. Je pense que je l'avais peut-être déjà montré au départ, c'est pour montrer un peu quand même comment la data, et puis donc là, parce que la data, c'est aussi la robotisation, hein, puisqu'on génère il faut des données pour faire marcher ces robots, mais on génère vraiment une fusée, vous voyez, en quelques mois avec cette nouvelle compagnie Relativity. Alors il y a quelques années, voilà, même 1 an ou 2, Tesla, enfin SpaceX était la référence pour les nouvelles types de fusées qu'ils faisaient parce qu'on pouvait les faire réatterrir, et cetera. Et puis là maintenant, c'est intéressant puisqu'on a ce modèle où, ben, maintenant on fabrique des fusées avec des imprimantes 3D en 60 jours. On diminue complètement on diminue la complexification, je veux dire la complexité de la fabrication puisqu'il y a beaucoup moins de pièces. Et le temps est donc est beaucoup plus court pour fabriquer une fusée. Alors bon, ils n'ont pas pour réussi encore à faire décoller leur fusée, mais ça devrait être là bientôt. Ils avaient essayé là il y a quelques jours. Mais on voit qu'en fait, c'est un monde qui n'arrête pas de bouger avec une innovation qui est sans fin, enfin qui est très rapide. Et en parlant d'innovation, donc je voudrais parler aussi de cette culture, puisque l'innovation, c'est une partie de culture, mais on voit que la partie ingénieur, quand on s'attelle trop
au produit lui-même, quand on est plongé dedans, et il y a un risque quand même d'être un peu séparé, bah, de la finalité du produit qui est quand même, qui est plus côté customer. C'est-à-dire, est-ce que ça va répondre aux attentes du customer, c'est ça? Ouais, alors c'est un mouvement qui est pas forcément simple, encore une fois pour un industriel classique, parce qu'un industriel classique, ses forces, ce que moi j'appelle les actifs de l'entreprise, c'est Mmh. souvent en fait une capacité d'avoir, une très forte compétence métier, produit, process. Il a tout un tas d'équipes qui sont capables, bah, de comprendre ce qui fait la capacité des machines, ce qui va faire qu'un produit va être, au bon niveau de qualité avec les attentes, du marché et cetera. Donc il y a tout un tas de savoir-faire qui sont en interne et qui sont disponibles. En fait, la tendance naturelle, quand on va du coup chercher à pivoter pour se dire bah, comment je profite de nouveaux marchés qui sont liés à la tech, c'est de se dire je pars de mes actifs, donc de ce que je sais bien faire, et puis à partir de ça, je vais essayer de vendre des choses différentes à mes clients à partir de ce que je sais faire. Donc si je suis très fort, par exemple, en hydraulique, bah, je vais aller voir le marché, puis je vais dire tiens, avec cette hydraulique, est-ce que je pourrais faire d'autres choses? Et puis du coup, je vais essayer de vendre ça. Donc c'est un peu ce que j'appelle du flux poussé. Je pars de ce que je sais faire, et j'essaie de le pousser vers le marché, et puis je regarde ce qui se passe. En fait, la méthode startup est complètement inversée. Mmh. C'est comme ça que fonctionne Elon Musk aussi. C'est qu'on part du marché et on va tirer le besoin par le marché. Ça veut dire, en termes de compétences, avoir une capacité de design, d'empathie, de recherche utilisateur, de passer du temps avec les utilisateurs potentiels pour comprendre un peu les moments de leur vie où ils sont en contact avec le produit qu'on a déjà dans notre catalogue et qu'on sait faire. Et à partir de ça, on va aller chercher ce qu'on appelle des pain points, donc des points de douleur de leur vie quotidienne ou de leur utilisation de ce produit, et d'essayer de les résoudre. Et à partir de ça, on se dit, bah, est-ce qu'on peut créer un modèle d'affaires à partir de ces points de douleur-là en créant par exemple un logiciel ou une plateforme? Et à partir de là seulement, se dire, ben, au fait, créer cette plateforme, créer ce logiciel, est-ce que je sais le faire en interne? Donc c'est vraiment partir de, il y a un besoin qui est sur le marché, je le comprends dans un niveau de détail très fin avec des personnages, enfin, il y a toute une technique, une littérature qui existe autour de ça, c'est un vrai métier, un métier de design industriel, de designer, pardon. Et à partir de là, bah, je regarde si j'ai les compétences, et si je les ai pas, bah, il faut peut-être que je crée une nouvelle structure ou que j'adapte mes compétences ou mon organisation. Donc en fait, je tire le nouveau modèle d'affaires à partir du marché et non pas je les pousse à partir de ce que je sais faire. Et donc ça, c'est complètement disruptif. Et ça, d'ailleurs, ça crée des tensions dans les organisations parce que potentiellement, il peut y avoir un peu de cannibalisation. Je prends un exemple. Je suis un fabricant de machines et je vais me mettre à vouloir vendre de la maintenance prédictive parce que je me rends compte qu'en fait, les points de douleur de mes utilisateurs qui sont des maintenanciers ou des gens qui utilisent ma machine tous les jours, c'est que la machine tombe de temps en temps en panne et donc j'aurais besoin bah, d'éviter la panne. Et donc, avec les algorithmes aujourd'hui, je sais que je suis peut-être capable d'éviter les pannes, de les anticiper. Donc, je vais essayer de construire un logiciel qui va permettre d'anticiper les pannes et donc de vendre à mon utilisateur un abonnement, par exemple, à ce logiciel. Donc, la première question, c'est est-ce que j'ai les capacités de faire ce logiciel? Est-ce que j'ai les capacités d'algorithme, etc. Mais le deuxième problème, c'est que les commerciaux de l'entreprise, de cette boîte qui fait des machines, ils sont rémunérés par la vente de machines, mais ils sont aussi rémunérés par la consommation de pièces de rechange de la machine. Donc, si j'ai moins de pannes, potentiellement, je vais vendre moins de pièces de rechange. Donc, je cannibalise une partie de mon activité pour en développer une nouvelle. Donc, c'est juste pour expliquer la complexité interne qu'il peut y avoir quand je crée des nouveaux modèles d'affaires. Ça veut dire qu'il faut que le top management soit vraiment hyper convaincu que c'est l'avenir, que ça va rapporter significativement énormément de revenus. Et la moyenne, c'est entre 10 et 15% quand on crée un nouveau modèle d'affaires qui marche. Hein. Et donc, effectivement, il y a un pivot à faire sur l'organisation et que ça va être gros et que du coup, c'est une implication pas seulement des techniciens, c'est vraiment une implication de tout en haut de la direction. Quoi. Et c'était Customer Spirit. Je pense, par exemple, on l'avait déjà chez Apple il y a assez longtemps quand ils ont développé l'iPhone, l'interface de l'iPhone. Je me rappelle l'interview, de la présentation de Steve Jobs à l'époque. Il disait, voilà, ce qui intéresse aussi les gens au départ, c'était d'utiliser son doigt, voilà, de revenir à ce que les gens ont besoin pour utiliser un téléphone. Et donc, ils sont partis de ça. On utilise le doigt pour utiliser l'iPhone et on développe le logiciel à partir de ce besoin. Et je pense que ça correspond un peu de ce dont vous parliez. Ouais. Et ils ont révolutionné un peu le monde du smartphone comme ça, en partant du besoin, voilà, comment on peut utiliser pragmatiquement un téléphone et puis développer en amont ben, le téléphone, puis tout le software, etc. Euh, alors, en parlant de software, quelque chose qui est très important aussi dans la vie de tous les jours, c'est se brosser les dents, en plus du smartphone. Et cet effet brosse à dents, je trouvais ça intéressant parce qu'on voit un peu le cercle vertueux de la jeunesse, enfin pas que de la jeunesse des données, mais de savoir utiliser les données pour améliorer, on va dire, les process de manière générale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ce que les gens de la tech, les startups, enfin, les pure players font avec, quand ils créent un produit pour B2C, pour les consommateurs finaux, en fait, on peut l'appliquer aussi
à ce qu'on va faire à l'intérieur de l'entreprise. Donc, je prends un exemple. Si je veux améliorer, par exemple, l'efficacité d'un atelier de fabrication, je vais Mmh. m'intéresser à ce que font les opérateurs, les techniciens, les chefs d'équipe, les chefs d'atelier, etc. En fait, la manière de le faire, c'est d'attaquer par le bas de ce cercle qui est l'expérience. Quelle expérience vivent les gens quand ils font des choses? Donc, je prends un chef d'équipe, par exemple, typiquement dans un atelier de fabrication. En moyenne, un chef d'équipe ou un manager de production, il passe 10 à 15% de son temps, et ça, on l'a vu sur des centaines d'usines, à faire du travail administratif. Le travail administratif, c'est quoi? C'est remplir des feuilles de papier, saisir des ordres de fabrication, saisir qui est présent, qui n'est pas présent, saisir la non-qualité, etc. Et dans ce travail administratif, il y a beaucoup de reporting, il y a beaucoup de double saisie de la même donnée dans plusieurs systèmes parce qu'il y a plusieurs systèmes informatiques, il y a souvent le top management qui demande des reports, etc. Bon, je pense que tous les gens qui bossent dans des groupes verront de quoi je parle. En Oui. fait, ça, donc, c'est souvent un point de douleur pour les managers parce qu'un manager, il veut faire quoi? Il veut atteindre ses objectifs de performance en production et il veut aussi développer ses équipes, aider ses équipes à atteindre ses objectifs. Donc, c'est ça le temps à valeur ajoutée du manager, en fait. C'est pas de saisir des données dans une feuille Excel ou dans un papier. Alors, on va attaquer par ça pour que l'expérience de l'utilisateur soit meilleure. Donc, en fait, par exemple, c'est de se dire, tu remplis 4 ou 5 Excel différents pour, par exemple, sortir les compétences de ton équipe. Tu as besoin de remplir 4 ou 5 Excel différents parce que les RH te demandent quelque chose, ton chef te demande autre chose, tu as besoin de saisir autre chose dans le système qualité, dans le système planif et tout. On va te proposer un outil qui te permet de faire tout ça par exemple, de simplifier ta vie et que quand tu saisiras les compétences des gens, tu auras besoin de le faire plus qu'une seule fois. Qu'est-ce qui va se passer si on propose ça? La personne qui va utiliser ce système, ça va lui faire gagner 5 ou 10% de son temps, enfin peu importe, ça va lui faire gagner du temps. Donc il va avoir envie de se servir de cet outil. Donc on est en bas du cercle, il a une meilleure expérience, donc il va se servir de l'outil. Et donc, comme il a une meilleure expérience, bah, il va en parler à d'autres personnes, il va y avoir de plus en plus d'utilisateurs et il va y avoir de l'usage en fait. Il va se servir de l'outil et il va même s'en servir tous les jours. S'il y Ouais. a plus d'usage, il va générer plus de données. Et en plus, l'avantage, c'est que comme il va s'en servir tous les jours, les données vont être bonnes. Parce qu'en fait, le problème souvent, c'est que les données ne sont pas forcément bonnes parce que les gens, à force de saisir les mêmes données partout, bah, soit ils font des erreurs, soit ils en ont marre et ils ne font pas forcément des saisies qui sont adéquates. Et en plus, comme les managers n'ont pas le temps de tout regarder, bah, en fait, au final, ils vont pas tout saisir. Si vous avez plus de données, bah, vous allez pouvoir entraîner des algorithmes beaucoup plus puissants et à terme, les startups qui font ça, qui digitalisent, elles vont mettre des briques supplémentaires, de l'intelligence artificielle par exemple, pour proposer des choses à l'utilisateur, pour lui dire tiens, ça fait plusieurs fois qu'on te voit saisir cette donnée-là, est-ce que ce serait intéressant pour toi d'avoir cette fonctionnalité, etc. Et donc, s'il y a des algorithmes plus puissants, vous allez à nouveau améliorer l'expérience de la personne. Donc, c'est comme ça que les pure players, hein, les Apple, etc., ou les TikTok, ils créent un système très addictif parce qu'en fait, ils ont tellement de données qu'ils savent exactement ce que veulent les gens, qu'ils proposent des choses toujours plus intéressantes. TikTok, pour ça, c'est incroyable. Hein. Vous allez sur la plateforme et ils vous proposent exactement les vidéos que vous avez envie de voir. Et donc, bah, si vous avez tout ça, vous allez générer des revenus et vous allez donc attirer les talents. Donc, c'est ce qu'on appelle le cercle vertueux de la donnée. Et pourquoi l'effet brosse à dents? C'est qu'en fait, l'idée de ça, c'est de se dire si je veux créer un produit qui est vraiment qui réussit à faire ce cercle vertueux, il faut que chaque utilisateur se serve au moins une ou deux fois par jour de mon logiciel. C'est ça l'effet brosse à dents. Et donc, c'est de se dire, d'ailleurs, c'est un des indicateurs qu'ont les Facebook, les Instagram et tout. Ils mesurent combien de fois par jour vous ouvrez l'application. Et c'est un indicateur de résultat pour eux. Et donc, si vous l'ouvrez plusieurs fois par jour, vous avez l'effet brosse à dents. Ils savent que ils auront plein de données sur ce que vous pensez, et donc ils vont réussir à améliorer en permanence l'application. Et on voit d'ailleurs un peu là parce que le but de l'interview aussi, c'est de montrer aussi un peu les déviances et puis les limites de la méthode Elon. Là, on est clairement un peu aussi dans les limites Ouais, quand on nous force, enfin on nous force pas, mais on nous incite de plus en plus à cliquer et à regarder des choses qui nous intéressent. Il y a une sorte d'addiction qui, à la fin, bah, quand même pose problème au niveau sociétal, à mon sens. ouais. Donc, il faut trouver la bonne mesure, on va dire. Non, mais c'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, toute la partie, il y a toute une partie dans la première partie de mon livre où je parle de ça. C'est en fait comment est-ce que la tech est un outil. Et en fait, bah, comme tous les outils, on peut les utiliser pour une vision vertueuse ou pour des déviances, en fait. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'en fait, et d'ailleurs, j'appelle ça dans le livre le village Potemkin. Vous savez, c'est le village, c'était dans la Russie antique, en fait, où comme il y avait beaucoup de pauvreté, on voulait pas montrer à l'impératrice qu'il y avait de la pauvreté, donc on faisait des faux villages, en fait, pour que l'impératrice, quand elle se baladait en Russie, elle ait l'impression que tout allait bien. Là, c'est un peu la même chose, en fait, sur la data. En fait, ce qui risque de se passer, c'est qu'on a l'impression que c'est un monde incroyable, mais finalement, si c'est uniquement la Silicon Valley qui pousse une vision du monde, qui est sa propre vision, que j'ai pas d'avis là-dessus, mais qui est une vision quand même politique, il y a tout un tas de courants politiques hein, qui sont associés comme à la Silicon Valley sur le transhumanisme et tout. En fait, si c'est eux qui détiennent les données de la plupart des gens et qu'ils ont ce pouvoir d'influence, bah forcément, ça va influencer les comportements des gens. Et on a vu pendant les dernières campagnes politiques qu'on pouvait influencer les comportements des gens. Donc,
Ça pose une vraie question de société. Et c'est aussi pour ça que moi, je pense qu'en Europe, c'est là qu'on devrait pouvoir faire une nouvelle industrie qui, justement, met les garde-fous pour qu'on ait une industrie qui soit à la fois basée sur la donnée pour créer de la valeur, mais tout en respectant un cadre qui est défini par le politique, en fait, et qui n'est pas un champ complètement de cow-boy où, en fait, tout le monde peut faire tout ce qu'il veut. Et on peut prendre par exemple l'exemple d'Elon Musk, lui, il a donné, il connaît ça. Et il y a eu cette polémique il n'y a pas longtemps là, avec un employé de Twitter islandais qui est handicapé, qui avait une dystrophie musculaire. Et rien qu'en regardant sur les tweets, il avait eu, on va dire, un mauvais jugement de la personne, pensait vraiment qu'elle ne travaillait pas, que se justifier avec son handicap. Et il a fallu qu'il lui téléphone, qu'il fasse une visio pour vraiment comprendre la situation. Ça n'a pas empêché cette personne d'être licenciée pour finir, mais il a même dit voilà, que quand même les rapports humains, c'est quand même quelque chose où il faut quand même un contact avec la personne, ça peut pas, c'est pas que du digital. Quoi. Ouais. Donc, Non, mais entre, c'est effectivement un bon exemple. Il y a tout un tas de dérives possibles. Cet exemple-là, c'est un très bon exemple. Et d'ailleurs, je crois même qu'Elon Musk s'est excusé après, d'après ce que j'ai pu comprendre. Mais en tout cas, enfin, c'est un exemple qui représente bien toutes les dérives qu'on peut avoir associées à ça. Ouais. Alors pour revenir au niveau de l'industrie, on voit qu'il y a aussi cet intérêt au niveau managérial d'avoir un peu de chapeauter hein, ces data hein, avec ces chief data officer, on va dire en anglais, vraiment avoir quelqu'un qui essaie je sais pas, de diriger la stratégie des données. Et puis aussi, il y a cet aspect que j'ai trouvé ça intéressant, c'est quand les données prennent une grande valeur dans l'entreprise, on voit aussi que le processus, la hiérarchisation du processus de décision change. C'est-à-dire que les données donnent tellement d'indications sur les process que en fait, d'un certain côté, la décision devient plus enfin, j'aime pas ce terme, mais du bas, on va dire. C'est plus vraiment le chef, le PDG qui va décider de la stratégie, mais il va vraiment devoir se baser. C'est plus que de l'intuition, c'est pas que de l'intuition comme on faisait avant, quoi. Il y a vraiment aussi le fait que la data va décider du processus de décision qui va toujours être décidé peut-être dans les hautes sphères de l'entreprise, mais ça vient vraiment maintenant de ceux qui génèrent la data. Et c'est ceux qui génèrent la data, c'est ceux qui sont dans l'industrie, qui utilisent les machines ou qui génèrent des données, quoi. En tout cas, ce que ça pose comme question, c'est l'équilibre entre Mm. des choses qui viennent d'en haut et l'énergie qui vient d'en bas. En fait, il y a vraiment deux types d'erreurs qu'on voit classiques pour justement les gens qui sont dans le marais Poitevin dont je parlais tout à l'heure. Le premier type d'erreur, c'est de le prendre uniquement par le haut. Donc, vous avez un comité de direction qui se dit, ou un COMEX qui se dit, waouh, la tech, c'est vraiment super, il faut qu'on fasse transformation digitale, on va faire quelques benchmarks, et puis on va pondre un plan. Par exemple, on recrute un CDO qui vient d'ailleurs, et on va pondre un super plan. Et sur le papier, effectivement, le plan, il est génial et il a l'air super ambitieux, génial. Sauf que vous n'avez pas impliqué du tout le terrain. Et donc, Ouais. quand vous lancez le truc, ça ne fonctionne pas parce qu'en fait, ce que vous avez prévu, c'est jamais ce qui marche, évidemment, en bas. Ça, c'est le premier risque, le premier type d'écueil. Vous avez l'écueil complètement inverse, où en fait, vous faites les choses complètement par le bas parce que, en fait, le COMEX est plutôt dans un mode de défiance, en fait, de dire, ouais, enfin, je ne sais pas si la data, c'est utile chez nous, mais en fait, prouvez-nous que ça marche, et puis après, on verra si on investit. Donc, trop peu d'investissement, donc ça vient par le bas uniquement. Donc, vous avez les opérationnels qui sont souvent des initiatives locales, des gens qui sont par nature intéressés par les nouveautés ou par la data, qui sont un peu geeks chez eux, qui vont tenter des choses, donc ils vont mettre en place des applications, etc., mais de manière très locale sur certains métiers. Sauf que quand vous faites ça, vous allez complètement diverger parce que potentiellement, si vous avez 50 usines, chaque usine va réinventer une solution pour le même problème. Donc, c'est les deux écueils. Comment est-ce que vous évitez ces deux écueils? C'est d'avoir en permanence cette espèce d'ascenseur où, en fait, vous allez à la fois proposer une vision qui est potentiellement écrite par le top management, mais qui est aussi faite avec une vision terrain, donc qui doit complètement être imbibée de points qui viennent d'en bas. Donc, potentiellement, vous avez fait suffisamment de diagnostics, passé suffisamment de temps, comme ce que je disais tout à l'heure, par les designers, avec les utilisateurs finaux pour comprendre les leviers qui vont vraiment créer de la valeur. Et à partir de ça, vous avez fait un plan qui vient du bas, mais qui est en phase avec les objectifs stratégiques de l'entreprise, donc qui est vraiment en haut, en bas. Et puis, tout au long du plan, vous allez choisir vos cas d'usage. Et à chaque fois que je mets en place un cas d'usage, je crée de la valeur, donc j'amène de l'impact pour l'entreprise. Et en même temps, je crée la nouvelle structure de données. Donc, c'est quelque chose qui est très itératif et qui est en fait sujet par sujet. C'est-à-dire que je ne vais pas tout transformer d'un coup, je vais transformer sujet par sujet. C'est comme un plat de spaghettis qu'on détricote spaghetti par spaghetti. Et donc, à chaque fois que j'en enlève un et que j'en remets un nouveau, je crée de la valeur. Ce qui fait que sur le terrain, les gens voient que ça change parce que chaque spaghetti, une fois qu'il est aligné à nouveau, on voit que ça a changé. Et puis que le top management, à chaque fois qu'il a mis un ticket, ça devient rentable. Donc après, par rapport à la page, pardon Pierre, vas-y.
Allez-y. Non, 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 je pense que c'était intéressant parce qu'on voit là, ce mélange un peu, c'est un peu ça, c'est qu'il y a la culture data, c'est-à-dire qu'il faut savoir utiliser la data à bon escient, mais il faut quand même qu'il y ait la stratégie de l'entreprise à long terme. Et la culture data, c'est quand même pas quelque chose généralement à long terme, quoi. C'est quelque chose qu'on a sur les données réelles actuelles, mais c'est pas les données qu'on aura dans 10 ans. Donc il faut aussi, comme vous dites, manager un peu enfin, le processus de décision qui soit équilibré, si j'ai bien compris. Ouais, ouais, parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, les groupes les plus avancés, vous prenez des Michelin, par exemple, qui ont déployé 55 cas d'usage sur 70 usines, donc ils ont un énorme plan, et ils ont déjà 100 millions d'euros annuels qui sont dans la poche, hein, de gains. En fait, ce qui se passe, c'est que vous devez quand même, à un moment donné, avoir une tour de contrôle. Une fois que vous avez créé cette transformation, bah, s'il y a une nouvelle usine qui a une idée, la première chose qui doit se passer, c'est qu'elle doit pouvoir en parler à un référent. Donc, eux, ils ont divisé le monde en 5 parties, et il y a une usine référente dans chaque zone géographique. Et en fait, cette usine, dans le périmètre géographique où elle est, elle va demander à son usine mère, ou lighthouse, comme ils appellent ça, bah, OK, j'ai ce besoin-là, je veux, par exemple, digitaliser mon système qualité à tel endroit. Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe déjà, en fait? Et c'est un peu une sorte de bible qu'on appelle un système de production élargi avec la tech. Et du coup, s'il y a déjà quelque chose qui existe dans la Bible qui est codifié, bah, OK, on met à disposition la méthode et puis le site peut aller déployer ça. Si ça n'existe pas, bah, ce site va devenir le pilote pour ce nouveau besoin. Mais en fait, du coup, il y a besoin de faire converger dans le plan d'ensemble toutes les nouvelles initiatives pour que ça ne dérive pas. En fait. Donc, il y a un peu de complexité sur la gestion de ça, cette tour de contrôle, mais par contre, ça rapporte tellement que ça vaut le coup d'investir sur cette structure. Alors, il y a une partie qu'on n'a pas encore parlé, c'est qu'on est vraiment là dans la partie plus technique, process, avoir des nouveaux process pour rendre les systèmes de production notamment plus efficients. Mais il y a tout le côté humain. Alors, il y a une partie à la fin, on va parler aussi comme on a dit déjà, on en a commencé à un peu parler, hein, des déviances de la méthode Elon, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas que du positif, il y a aussi du négatif. Mais là, je voulais plutôt parler du côté humain dans l'entreprise, à savoir que quand on fait des changements comme ça, j'imagine, dans des entreprises où on change d'une certaine façon la manière de travailler des gens qui pouvaient travailler d'une certaine façon depuis des années, qu'on rentre du digital dans le travail, il faut s'assurer qu'il y a quand même l'engagement des personnes. C'est ça, et le degré de motivation, je pense qu'il y a un côté explicatif pour que toutes les parties prenantes de l'entreprise aillent dans la même direction. Parce que ce n'est pas forcément évident d'adopter des nouvelles méthodes de travail. Ouais, et ça, c'est une des difficultés clairement hein, de l'ancien monde par rapport au nouveau, entre guillemets. C'est-à-dire que quand on regarde l'environnement startup, que ce soit des startups digitales pures ou des startups industrielles, dans l'ADN en fait, de ces nouvelles entreprises, on va en permanence proposer de l'actionnariat aux salariés. C'est-à-dire que tous les salariés en général sont actionnaires. Et donc, c'est ça qu'on appelle s'assurer que tout le monde gagne. C'est-à-dire que quand vous êtes propriétaire de l'entreprise, même si vous avez une part qui n'est pas forcément très importante, bah, vous participez quelque part au développement d'une entreprise qui est la vôtre. Et en plus, bah, même financièrement, vous avez des initiatives qui vont dans le sens de votre engagement personnel. Donc, c'est effectivement quelque chose qui est classique dans la startup. D'ailleurs, vous pouvez régler ce curseur un peu comme vous voulez en fonction de l'étape où vous en êtes dans votre développement. Et c'est une façon à la fois de recruter des gens et d'avoir un compromis entre pouvoir les payer ce que vous pouvez quand vous êtes une startup, parce que vous ne pouvez pas toujours aligner les salaires avec le reste, et compenser avec de l'actionnariat, parce que vous savez très bien que l'equity dans une startup, il progresse beaucoup plus vite en fait que dans un groupe traditionnel. Donc, comment est-ce que vous transcrivez ça dans l'entreprise classique? Ça veut dire que vous ne pouvez pas forcément donner des parts aux employés, mais par contre, c'est comment vous créez un système RH quand même qui est incitatif, à la fois déjà en ayant une vision inspirante, parce que ça aussi, c'est ce qui fait la force des startups, c'est que vous créez une startup pour répondre à un problème. Donc, par exemple, dans le cas de Tesla, c'est contribuer à la transition énergétique. C'est pas Mmh. créer des voitures, en fait, c'est contribuer à la transition énergétique. C'est ce qui fait que Tesla est aussi attractif. Donc, c'est de pouvoir, comme ça, un peu retrouver l'esprit pionnier des fondateurs de l'entreprise, même si on a un grand groupe industriel qui a plusieurs centaines d'années. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'au départ, on répondait à un vrai besoin de la société, et c'est encore le cas forcément maintenant. Donc, comment on se raccroche à cette vision pour être attractif pour les jeunes générations? Et après, une fois que ces gens-là sont à l'intérieur, déjà qu'ils aient les bons outils digitaux, qu'ils ont l'impression d'avoir les mêmes à la maison qu'au travail, et donc que ça ne les dégoûte pas, que l'environnement de travail c'est un environnement qui ressemble à ce qui se fait de mieux. Donc ça, c'est toute la transformation sur les outils. Et que par ailleurs, sur le système d'incentive interne, on ait des systèmes qui fassent que tout le monde gagne. C'est-à-dire que quand l'entreprise est très profitable, chacun puisse gagner. Donc, il y a déjà l'intéressement qui existe, il y a la participation, mais on peut aussi être plus imaginatif et créer d'autres choses. On peut aussi créer des choses sur les modes de travail, en fait. Bien Quelque sûr. chose qui est très important.
Donc, et il n'y a pas une réponse unique. C'est-à-dire que vous avez, pendant le Covid, vous avez des gens qui étaient très malheureux d'être en télétravail, notamment les jeunes, parce qu'ils étaient isolés dans leur appart tout seuls et ça s'est pas très bien passé pour eux, c'était difficile socialement. Puis vous avez au contraire des gens qui avaient des familles qui étaient plutôt contents d'être en famille, même s'il y avait parfois les enfants dans la pièce et tout. Toujours est-il que réfléchir à ça collectivement et se dire c'est quoi le bon curseur entre télétravail, pas télétravail, qu'est-ce qu'on propose en fait aux gens pour qu'il y ait un équilibre et peut-être aussi même des choses un peu à la carte, c'est aussi super important. Et ça fait partie aussi de la proposition de valeur. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas que de l'argent en fait, c'est aussi des conditions de travail. Absolument. Et je pense que ça, c'est valable pour toute entreprise, qu'elle soit, smart, enfin les nouvelles, ouais, des startups ou une entreprise Oui, le plus ancienne. Le côté humain, est très important dans, heu et affectif, d'une certaine façon aussi, pour rester dans l'entreprise dans laquelle on travaille. C'est vraiment capital. Alors la deuxième partie qui est intéressante dans votre livre aussi, c'est qu'on voit qu'il y a quand même dans certains secteurs, des recrutements qui deviennent difficiles, puisque ben, il y a moins de personnes disponibles sur le marché pour certains métiers, et que donc, on s'intéresse plus pas qu'aux compétences des personnes, mais des fois, ben, c'est pas la priorité, on s'intéresse plus aux appétences, aux capacités des personnes à pouvoir s'insérer dans un métier, un type de métier. Et je crois que c'était le cas d'ailleurs pour le monde de la production automobile, où des fois, ben, on peut même former les gens, même s'ils n'ont pas le CV, loin d'avoir le CV au départ qu'on pourrait penser, ben, on prend plutôt ces personnes-là qui ont des capacités de développement, de formation, plutôt que de se baser que sur les compétences comme on le faisait peut-être, auparavant. On demandait souvent, aux jeunes d'avoir 5 ans d'expérience avant d'avoir commencé, quelconque métier, donc c'était quand même compliqué. Ça, c'est peut-être un côté positif, c'est qu'on laisse plus la chance à des personnes qui n'ont pas forcément sur le papier les compétences, nécessaires au départ. ouais, je pense que le problème macroéconomique hein, associé à ça, c'est qu'en fait, on a un vrai problème démographique dont on parle peu en fait dans le débat public, mais qui est là en Occident en général. Tous les pays occidentaux ont un problème de renouvellement des générations. Et en fait, bon, en France, on a à peu près un taux de natalité qui permet de renouveler les générations, mais dans le reste de l'Europe, c'est beaucoup moins. Magnifique. Et en fait, donc d'une manière générale, déjà, on va avoir un problème à pourvoir les. C'est un peu l'inverse hein, de ce qu'on avait en France historiquement, mais on va avoir du mal à pourvoir les emplois. L'industrie a un problème supplémentaire, et particulièrement en France, c'est que, comme je le disais avant 2010, ça avait mauvaise presse. On a tout Ouais. fait pour dégoûter les gens d'aller dans l'industrie. Et aujourd'hui, la conséquence, c'est qu'on a des métiers qui sont très en tension. Vous prenez les mainteneurs industriels, vous prenez les chaudronniers, vous prenez les tourneurs-fraiseurs. C'est des métiers, c'est quasiment impossible de trouver des gens sur le marché. Et ou alors, il faut pouvoir mettre le prix. Donc, du coup, comment est-ce qu'on s'adapte à ça? Donc, il y a eu une prise de conscience politique et on est en train de remettre des efforts là-dessus pour créer des compétences dans le futur, mais ça va prendre du temps. Et Mmh. donc, pour pallier à ça, effectivement, la plupart des industriels ben, ont des écoles de formation interne et ils misent beaucoup sur la formation à la fois en ayant des cursus, par exemple, internes. Pour ça, c'est les plus gros, c'est les groupes qui parfois même arrivent à partager ça avec les PME de leur écosystème. Donc ça, c'est hyper intéressant pour faire grandir tout le monde. Et c'est assez moderne de le faire comme ça en mode ouvert. Mais il y a aussi tout l'accompagnement qui va être fait par les managers au jour le jour. En fait, c'est pas que la formation académique dans l'entreprise, c'est aussi comment est-ce que je fais grandir les gens petit à petit. Et donc, effectivement, j'ai plusieurs clients industriels qui me disent, j'ai arrêté de recruter sur CV au sens diplôme. C'est-à-dire que si je recrute quelqu'un en maintenant, je ne veux pas forcément qu'il ait son diplôme, son bac pro. Si je recrute un opérateur de fabrication, je ne m'attends pas forcément à ce qu'il ait un CAP, un BEP. Je vais surtout le faire sur des appétences, donc un savoir-être, des gens qui vont être là tous les jours, qui sont motivés. Et puis, une fois que j'ai cet état d'esprit-là, bah, je vais moi construire en fait les compétences dont j'ai besoin parce que je sais très bien que sur mon bassin d'emploi, j'ai pas en fait les diplômes qu'il me faut. Et donc, bah, tant pis, j'ai plein d'industriels qui recrutent des boulangers, des bouchers, des charcutiers, enfin, des gens qui viennent de plein d'horizons différents, qui ont fait du service à la personne. À la limite, peu importe, tant que la personne est motivée, qu'elle a envie de travailler et qu'elle a envie de se développer, bah, vous allez la former assez rapidement. Et finalement, comme le monde change très vite, la vraie capacité, c'est d'être capable d'apprendre en permanence. Donc, si la personne apprend vite, en fait, même si c'est un métier technique, vous savez que ça va être peut-être un peu compliqué les 6 premiers mois, mais dans le temps, bah, vous allez être gagnant, quoi. Absolument. En plus, il y a la curiosité qui joue, hein. Quand vous apprenez un nouveau métier ou de nouvelles formations, forcément, vous n'êtes pas dans une zone de confort. Donc, pour certains, c'est aussi motivant d'apprendre des nouvelles choses comme ça. Hem, alors, on parlait du recrutement. On voit que certaines entreprises, ben, se passent plus du CV et plus sur les appétences. Et on voit aussi dans votre livre notamment dans les startups, il faut passer beaucoup de temps, hein, pour, ce recrutement, alors qu'avant c'était plutôt quelque chose, en tout cas, bon, parce que le circuit est plus court au niveau des startups notamment, mais, heu, c'est vraiment quelque chose qui est mis en valeur, alors qu'avant on a l'impression que c'était plutôt une activité parallèle.
qui étaient complètement déconnectés peut-être de la stratégie de l'entreprise ou déjà et là, on a l'impression que dans les structures, en tout cas start-up, où tout va très vite, là, c'est quand même un process un peu différent. Ouais, alors pour écrire le livre, en fait, bon, bien sûr, notre expérience chez OPO, où on voit énormément de choses. Et par ailleurs, j'ai interviewé à peu près une trentaine de dirigeants, soit de dirigeants industriels qui se sont transformés, soit de dirigeants de start-up industriels. Et puis par ailleurs, j'ai aussi une autre de mes activités qui est d'être un cofondateur d'OSS Venture, qui est un fonds qui crée des startups. Donc, bon, tout ça pour dire que les pratiques des startups, j'ai essayé de m'en inspirer pour voir ce qui fonctionnait chez eux et pour comprendre comment ils faisaient. Et effectivement, quand j'ai demandé une des questions que je posais aux dirigeants de startups, euh, c'était comment vous répartissez votre agenda en fait, parce que vous avez tellement de choses à faire, c'est hyper compliqué de créer un produit, de passer à l'échelle commercialement, de passer à l'échelle au niveau de vos usines et tout. Et en fait, ce qui m'a le plus surpris, c'est que l'activité principale de ces gens-là, c'est le recrutement en général. Et là, j'ai mis la moitié de son temps, donc moitié, c'est beaucoup, mais c'est en tout cas entre 20 et 50% en moyenne du temps qui est passé par ces gens-là à recruter. Alors, recruter, c'est au sens large, ça veut dire, ça peut être promouvoir l'entreprise pour attirer les gens, hein, donc c'est à la fois la représentation qui fait que vous allez attirer les gens, passer du temps du coup, à déployer sa vision, participer à tout un tas d'initiatives avec les écoles, avec les partenaires, avec les gens. Vous pouvez et puis le process de recrutement lui-même, où vous allez faire des entretiens, des tours, motiver les gens, etc. Donc ça, c'est un premier sujet. Et puis après, surtout, c'est cultiver les gens une fois qu'ils sont là. Et je donne un exemple, par exemple, Mano Mano, qui est maintenant une plateforme assez établie, il y a quand même 1200 personnes, c'est assez gros, Mano Mano. Ben, encore maintenant, les fondateurs de Mano Mano, ils voient encore la moitié des gens qui rentrent en direct. Si vous rentrez chez Mano Mano, vous avez une chance sur deux de discuter avec un des fondateurs de l'entreprise. Donc c'est un effort qui est considérable. Ils recrutent des dizaines, voire des centaines de gens par an. Donc voilà. Et du coup, comment s'inspirer de ça sur une entreprise traditionnelle classique? Bah, comme il y a ce que je disais tout à l'heure, il y a une tension démographique et il y a une difficulté qui est de trouver des talents. Bah, c'est le dirigeant lui-même en fait qui doit montrer l'exemple en étant vraiment super impliqué dans ce process-là. Et comme vous ne pouvez pas transiger sur la culture et les valeurs, c'est une bonne façon de s'assurer que les gens que vous faites rentrer, c'est vraiment des gens qui vont être en fait pile dans ce que vous attendez de vos équipes, quoi. Absolument. Peut-être qu'on peut passer, bon, parce que comment garder les compétences en interne? Là, bon, on a pensé que c'est applicable à toute entreprise depuis un certain temps d'ailleurs. Ouais. Peut-être il y a ce phénomène qui est venu des États-Unis, là, The Great Resignation, qui a amplifié un peu le phénomène, montré qu'après le Covid aussi, il y a peut-être une prise de conscience des personnes qui ont perçu leur travail d'une manière différente. Euh, et il y a aussi cette volonté aussi, probablement des personnes de se développer dans des secteurs qu'ils ne connaissaient pas avant. Et donc, euh, euh, comment vous percevez ça? Parce que c'est quelque chose que les entreprises vous en parlez. Peut-être que la grande démission est moins visible en Europe qu'aux États-Unis, mais je pense qu'elle est là quand même, qu'elle existe. Comment les entreprises s'adaptent à ce phénomène? Ouais. Alors, il y a pas mal de papiers là-dessus. Et je suis pas un expert du sujet, mais il y a pas mal de papiers. Après, mon vécu de terrain, c'est qu'effectivement, il y a énormément de mouvements, notamment chez les cols blancs, en fait, aujourd'hui. De toute façon, c'est structurel. On manque d'ingénieurs, hein. En France, on en forme. Pourtant, on a d'excellents cursus de Oui, formation d'ingénieurs, mais on en forme pas encore assez. Donc, il faut qu'on en forme plus. Et donc, il y a un déficit structurel qui fait que bah, ces ressources-là, et tant mieux pour tous les ingénieurs ou tous les gens qui ont je vais généraliser au bac plus 5, c'est pas forcément l'ingénieur, mais en tout cas de gens qui ont un bac plus 5 en fait. Donc, il y a beaucoup de mobilité parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. En fait, vous quittez votre entreprise et aujourd'hui, le marché du travail est plutôt dynamique. Donc ça, c'est clair. Donc, en fait, quand on entend ce terme, on a l'impression que les gens sont tous partis élever des chefs dans le Larzac. En fait, aux États-Unis, en fait, c'est quand même pas ce qui s'est passé. Le mouvement, c'est plutôt je change de travail. Donc, certains sont partis vers de l'entrepreneuriat. Il y en a, hein, c'est clair. Nous, ce qu'on voit quand même au niveau, dans la plupart des secteurs industriels, c'est plutôt des mouvements entre entreprises ou entre secteurs que vraiment des gens qui partent pour faire complètement autre chose. Et donc là, la question, c'est comment on fait pour, une fois qu'on a des gens, c'est à la fois passer du temps sur le recrutement, mais c'est mettre énormément d'énergie sur sa marque employeur pour les garder. Donc ça passe par ce que je disais tout à l'heure, que tout le monde gagne, avoir les bonnes initiatives, continuer à propager la vision, que les dirigeants soient très présents sur le terrain, entretiennent le sens de pourquoi on fait les choses et donc accompagnent en permanence les équipes et que il y a quand même cette recherche de sens qui était un peu moins présente, même si elle était là chez les générations X, qui a été un peu plus chez les Y et qui est ultra présente sur toutes les générations d'après. Donc, ça veut dire qu'il faut en permanence redonner du sens, beaucoup plus qu'avant. Donc, ça veut dire s'impliquer beaucoup plus en tant que dirigeant pour s'assurer que la courroie de transmission entre nous et le bas, elle fonctionne. Et plus on est gros, plus on a ce problème. Donc, de s'assurer que tout le management, finalement, comprend bien ça. Donc, je pense que ça passe beaucoup par là. Et puis, ça passe aussi beaucoup par être capable de proposer des programmes de développement qui correspondent aux aspirations des gens maintenant, hein. Donc, Mhm. et du coup, la transfo justement vers le testing, c'est une bonne façon de garder les gens parce que ça fait apprendre des nouvelles choses, ça permet de créer des environnements de travail qui sont beaucoup plus agréables, de s'intéresser aux problèmes des gens parce que mettre en place du digital, c'est d'abord comprendre les problèmes des gens pour les résoudre. Et donc, vous donnez plus de chances, en tout cas, de retenir les gens
même si vous allez, en fonction des bassins d'emploi dans lesquels vous êtes, vous n'arriverez pas à empêcher finalement qu'il y ait une partie d'hémorragie et donc un renouvellement forcément des équipes, quoi. Donc on voit quand même, alors on a abordé que quelques concepts, hein, de votre livre et comme j'ai dit, au départ, il y a aussi des oui, des déviances, alors là, on parle plutôt d'Elon Musk parce on pourra en parler pendant des heures. On va dire que voilà, il a quand même des méthodes particulières de management. On l'a vu aussi avec Twitter. De votre côté, voilà, qu'est-ce qui vous, de votre côté, alors on sait qu'il y a aussi une certaine, on va dire, un mode de raisonnement différent du côté américain par rapport à l'Europe aussi qui joue, mais quand même, c'est quand même choquant à titre personnel quand je vois comment, par exemple, Elon Musk a géré d'une certaine façon Twitter, bah, du part de la restructuration, mais aussi de la communication qu'il a. On pourra parler aussi de Tesla, parce qu'il nous a vendu des choses pendant des années sur les Tesla, pour le pays de la conduite autonome, qui vient, ça progresse. Mais il y a 10 ans, il y a 5 ans, il nous dit déjà qu'un an après, ça y est, on allait pouvoir faire de la conduite autonome. Et puis on voit que c'est quand même compliqué. C'est très compliqué. Donc, il y a aussi cette manière d'aller, on a l'impression d'aller toujours plus loin, toujours plus vite. Mais en fait, des fois, ça ne traduit pas en réalité, quoi. C'est comme le monde de la data ou de la conduite autonome, c'est quelque chose qui est très compliqué. Et il y a toujours un peu une tendance à, d'une certaine façon, comme on est dans ce mouvement très rapide, hein, où tout communique très vite, les data, ça bouge tout le temps, la communication va très vite. On a l'impression qu'il faut toujours avoir un coup d'avance, mais des fois, on vend, en tout cas, on promeut des choses qui ne sont pas encore abouties. Ça fait partie de la méthode Elon, ça serait des limites vraiment du système de la méthode Elon? Alors, en fait, pour moi, il y a à la fois des choses qui en font partie, puis des choses qui sont des limites dans tout ce que vous venez de dire. Dans des choses qui font partie de la méthode et qui sont, à mon avis, à répliquer, c'est d'avoir une vision forte et d'y croire très fortement. Et c'est très difficile de créer une startup, hein, parce que vous créez quelque chose qui n'existe pas. Tous les jours, vous prenez des bâches, hein, parce que c'est vraiment pas Personne. facile de créer quelque chose de rien. Donc, en fait, il faut y croire très fortement. Et il faut, comme je le disais tout à l'heure, la vitesse, c'est pas une option quand on crée une startup parce qu'on a des fonds très limités. En général, on a entre 3 mois et un an d'espérance de vie. Donc, il faut en permanence rassurer ses investisseurs. Et donc, il y a toujours cet aspect confiance qui est sur un fil. Vous devez prouver à vos investisseurs que, étape par étape, vous vous mettez des objectifs ambitieux et que vous en tenez au moins une partie. Vous allez faire du test and learn, donc il y a des choses qui marcheront, d'autres qui ne marcheront pas, mais que vos investisseurs ont suffisamment de preuves que ça progresse pour qu'ils aient envie de continuer à mettre des tickets. Donc c'est ça qui est difficile en termes de communication, c'est d'entretenir ça. Après, sur l'état d'esprit aussi qu'entretient Elon Musk, c'est une communication très directe, à la fois avec ses clients, avec ses investisseurs et avec la société en général. Ça, c'est son mode à lui. Et c'est quand même, c'est vrai, le mode le plus moderne, en fait, pour les entreprises, de participer au débat public et d'avoir donc cette espèce de rôle un peu politique que je décrivais tout à l'heure, avec les bons et les mauvais côtés. Et donc, en tout cas, c'est moderne. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Il y a des plus et des moins, mais d'être très en temps réel, en fait. Contrairement à des PDG plus traditionnels qui vont communiquer qu'au moment des résultats, tous les trimestres, de manière très formelle, très polissée, préparée par des Sherpas de la com et tout. Lui, bah, tous les jours, il va tweeter plein de choses. Donc, dans ce qu'il tweet, il y a à boire et à manger, mais il va faire ça. Donc, après, sur les limites, parce que je ne vais pas éluder la question, très clairement, il y a des limites et il y en a certaines qui sont liées, je pense, déjà à la culture américaine quand même, hein. Je pense que c'est difficile de regarder une entreprise américaine d'Europe sans voir forcément des choses qui sont très différentes de notre culture à nous. Et je pense que du coup, c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut qu'on crée nos propres modèles sans forcément complètement copier tout ce qui se passe aux États-Unis. Et donc, il faut qu'on soit puissant et qu'on ait des entreprises puissantes pour pouvoir imposer nos modèles et contre le modèle d'organisation qui est purement lié un peu aux déviances américaines, si on veut, enfin, qui pour eux sont normales, mais qui pour nous ne le sont pas. C'est pas typiquement le fait comme ça de pouvoir se séparer de plein de monde en très peu de temps, sans forcément qu'il y ait de filet de rappel. Enfin, tout ce côté un peu très, très liquide du marché du travail. Heureusement, en Europe, ça marche pas comme ça et c'est très bien. Et donc, nous, c'est clairement pas ça qu'il faut copier, mais c'est parce que c'est un peu l'ADN américaine. Et après, il y a tout un tas de choses qui viennent effectivement de la personnalité d'Elon Musk lui-même, euh, qui sont un peu, qui peuvent être des limites, hein, probablement du modèle, et donc sur lesquelles il faut apprendre à prendre du recul, je pense. Donc il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent pas. Donc ça, c'est plutôt la méthode. Je passe une entreprise en mode startup, j'ai très peu de temps pour innover, donc je prends des décisions très rapides. Il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas, et puis j'ai envie de dire un peu, je m'en fous du reste. Donc ça c'est un peu son état d'esprit. Parce qu'il est tiré par cette vision pour Twitter, par exemple, de retrouver ce côté free speech et puis de rendre rentable la plateforme. Donc ça, c'est tellement d'ordre 1 que tout le reste n'est pas important. Et donc Ouais. forcément, bah, il faut avoir les cordes de rappel en termes de système de relations sociales et même de système de pilotage de l'entreprise qui font que à la fois il y a ça, et puis que par le bas, on a aussi des choses qui fassent que bah, ce soit beaucoup plus bottom-up et que ce soit des décisions partagées, quoi. Donc voilà. Donc c'est à mitiger par des processus formels, je pense, qu'on sait assez bien faire en Europe de manière naturelle,
Parce qu'il y a quand même, même si ça ne fonctionne pas tout le temps, il y a quand même un dialogue social, il y a des lois qui empêchent les dérives, etc. La question, c'est comment est-ce qu'on empêche que ces dérives-là arrivent dans le système européen. Et c'est aussi vrai sur le côté environnemental, hein, d'ailleurs. C'est-à-dire que je pense qu'en Europe, on peut vraiment devenir un phare de l'industrie circulaire et de la décarbonation, parce que je pense que les Européens, de manière naturelle, sont beaucoup plus sensibilisés à ce sujet-là. Et donc, en tant que consommateur, on va être plus exigeant avec nos entreprises. Donc, si on est plus exigeant, on va créer un marché où les entreprises sont plus vertueuses et donc elles vont après pouvoir exporter ces solutions sur le reste du monde. Donc, c'est tout ça qui, pour moi, il ne faut pas complètement copier. Il faut qu'on refasse notre propre sauce européenne à partir de choses qui marchent ailleurs. Absolument. Après, il y a aussi ce souci de la gouvernance quand même avec Elon Musk, ça doit être quand même particulier dans le processus de décision. Parce que d'un côté, on a l'impression qu'il laisse de la flexibilité aux managers de procéder, mais d'un autre côté, bon, on a l'impression aussi qu'il prend des décisions des fois un peu radicales. Au niveau donc en conclusion, je pense que c'est quand même la question principale de notre discussion aujourd'hui, c'est la réindustrialisation de la France. Alors, je pourrais même inclure dedans, d'une certaine façon, l'agriculture, puisque l'industrie, enfin, il y a de l'industrie pour moi dans l'agriculture, d'une certaine façon. Je vais faire une interview bientôt, j'espère, sur la robotisation au niveau de l'agriculture, qui est très intéressante. Vous avez des robots qui vont remplacer les agriculteurs pour biner, pour enlever les mauvaises herbes avec beaucoup de data, donc très, très technique, très, très technologique. Donc, on voit aussi l'intérêt de la data. En agriculture, c'est connu depuis longtemps pour les cultures avec les données GPS, etc., les satellites, mais on voit que c'est un peu le même état d'esprit d'une certaine façon. Est-ce qu'on a encore le moyen de se réindustrialiser en France, vu le bas niveau qu'on a et puis la deuxième question, c'est avec tout cet afflux de data, que moi je connais un peu aussi à titre personnel dans mon travail, comment on fait pour s'y retrouver, quelles data sont les plus importantes à analyser et quelles compétences il faut. Voilà, ça fait beaucoup de questions en même temps, mais je voulais avec ces deux sujets, surtout la réindustrialisation. Je pense que c'est quand même Ouais. le sujet principal. Non, mais effectivement, moi, je pense que dans ce que vous dites, il y a un point qui est très important, c'est qu'il faut penser chaîne de valeur. Donc l'industrie est un secteur, mais en fait, si on prend l'agriculture, pour moi, ça fait partie de la chaîne de valeur de l'agroalimentaire. Et c'est donc l'agriculture est fondamentale. Et tout comme je pense que l'industrie est fondamentale parce qu'elle irrigue le reste de l'économie, l'agriculture est absolument fondamentale. Et c'est pas parce que ça représente que 1% des emplois que c'est pas super important pour sauver l'économie. Et d'ailleurs, pour la planète, l'agriculture avoir une nourriture saine et respecter en fait toutes les normes et donc la transition en fait vers une agriculture un peu différente, elle est fondamentale aussi pour la transition environnementale. Donc je pense qu'effectivement c'est un secteur super important. La data peut clairement aider parce que l'agriculture de précision, c'est de mieux utiliser la donnée pour mettre au bon endroit aussi les bons produits et donc éviter aussi justement par exemple de mettre des pesticides partout. Si on mettait des pesticides juste à l'endroit où on sait que historiquement dans cette parcelle on en a besoin, on pourrait de manière certaine consommer beaucoup moins donc voilà, donc il y a tout un aspect vertueux autour de la data sur l'agriculture. Maintenant, pour répondre bien à la question sur la réindustrialisation, évidemment, je suis absolument convaincu que c'est possible. Et c'est pour ça que je me lève tous les matins. Et c'est depuis que je travaille depuis 20 ans, c'est ça, c'est mon combat. Donc, je suis content que ce soit au cœur des débats actuellement. Et d'ailleurs, on commence à voir des faisceaux. C'est lent pour l'instant, mais déjà depuis plusieurs années, on crée plus d'usines qu'on en détruit. Depuis 2 ou 3 ans, l'indicateur, le solde de création d'usines est positif en France. Donc ça, c'est déjà super positif. De manière un peu plus microéconomique, on accompagne, nous, chez OPO, pas mal de clients qui veulent reshorer des activités. Et c'est à la fois sur des secteurs auxquels on pourrait attendre, comme de l'électronique, etc. On a vu pendant le Covid que ces secteurs-là, ils étaient clés stratégiques. Mais c'est aussi sur les secteurs qu'on attend moins, comme par exemple le textile. En fait, on a beaucoup de retailers qui se disent, si je veux être assez réactif sur mon marché et si je veux être résilient, parce que pendant le Covid, ils ont bien vu que fabriquer des produits en Chine et 6 mois de bateau avant de pouvoir les vendre, ça vous crée des blocages pas possibles quand vous avez des tensions internationales. Comme il y a de plus en plus de tensions, pour cette raison-là, il faut reshorer, mais aussi pour des raisons évidemment environnementales, d'avoir des circuits beaucoup plus courts, parce que ça n'a juste aucun sens. On fabrique du lin en Normandie, on l'envoie en Chine pour faire la première étape qui est le tissage, et ensuite on le réamène en Europe pour faire la deuxième étape. C'est juste un non-sens total, et évidemment c'est ce qui a été créé par les chaînes de valeur des années 80. Ça, évidemment, on va le détricoter et on va faire des choses qui font beaucoup plus sens, qui est ce que j'appelle moi le multilocal. C'est-à-dire qu'on va, sur chaque zone géographique, va être beaucoup plus autonome pour faire des chaînes de valeur de bout en bout. Il y aura toujours des interdépendances parce qu'il y a des terres rares qui sont qu'à certains endroits, donc ça, il ne faut pas rêver, il y aura des interdépendances. Et c'est bien d'ailleurs, je pense, pour éviter les guerres, hein, les interdépendances. Mais elles seront plus faibles et puis surtout, on va toujours prendre des décisions d'arbitrage aussi en intégrant cet aspect carbone. Donc voilà, donc moi je suis persuadé que c'est la tendance, mais ça passe par un nouveau type d'industrie, par le fait d'être beaucoup plus circulaire.
dans sa façon d'approcher les chaînes de valeur. Donc la data peut aider à ça, hein, parce que la data, ça permet de mieux tracer, ça permet de mieux réutiliser les matières, d'aller sourcer des matières aussi qui potentiellement ont déjà été utilisées 1, 2 ou 3 fois. Et si on prend l'exemple des voitures, hein, typiquement les batteries avec le lithium, le cobalt et tout, on n'a pas assez de lithium de toute façon pour passer à l'échelle et de cobalt à terme si on veut vraiment électrifier le parc. Donc il faudra bien, à un moment donné, réutiliser le lithium qui est dans les batteries qui existent déjà. Voilà, donc c'est aussi une question de survie. Et ça, je pense qu'on peut être très fort en Europe sur tous ces sujets, parce qu'on est très conscient justement de la problématique environnementale. Donc on va créer, j'espère, il y en a plein déjà, hein, il y a les Vercors, etc., qui sont des entreprises qui sont sur ce sujet, qui vont être les futures boîtes, qui seront les futurs géants industriels. Alors Après, c'est sur bien, la deuxième... Ouais, et ça, je me permets de vous interrompre parce que je croise les doigts, mais je compte toujours interviewer Olivier Dufour de Vercors. ouais, voilà. Bah, c'est un bon exemple en fait de ça. C'est pareil, il y a Antoine Hubert de WineSect, les gens d'InnovaFeed, enfin tous ces gens en fait, ouais, Et, tous ces gens, ils et sont vraiment sur des modèles hyper intéressants, quoi. voilà. Et puis, par exemple, j'ai aussi des contacts avec. J'ai eu interviewé sur ma chaîne plusieurs fois une PME qui s'appelle DBT avec Alexandre Borgos qui fabrique des bornes de recharge. Et donc, il y a Ouais, aussi. Voilà, il y a tout un secteur aussi qui se développe là où il y a beaucoup de data aussi, puis il y a aussi de la côté industrie, hein, puisqu'il faut les fabriquer, ces bornes, avec de l'expertise en software, en hardware, etc. Donc, non, non, c'est vraiment très intéressant. Et puis, pour parler du lithium aussi, ben, il y a des développements en France hein, pour pouvoir utiliser ouais, du lithium, notamment en Alsace, que je connais bien, avec des modèles très notamment intéressants notamment, d'économie, ouais, ouais. avec un impact CO2 quasi nul. Donc voilà, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'événements, enfin d'initiatives en France au niveau de la nouvelle économie, dont les batteries font partie, hein, c'est ce que vous parliez au début du livre, les secteurs où l'Europe veut dépenser beaucoup d'argent, mais à bon escient, pour réindustrialiser. Puis il y a ce secteur de batteries, notamment. Ouais. Pardon. Non, mais très clair. Et puis après, sur la deuxième question, qui est comment analyser, intégrer, comprendre les données. Donc là, on pourrait passer 1 heure là-dessus. Mais de toute façon, la clé, c'est de se dire, encore une fois, de partir du besoin. Donc, quel que soit mon sujet, si mon sujet est commercial, bah, je vais analyser ce qui se passe au niveau entre mes commerciaux et mon client. Si mon sujet est plus manufacturing, je vais aller m'intéresser aux opérateurs de fabrication. Si c'est la supply chain, je vais m'intéresser à ce qui se passe dans mon système de planification industrielle. Et à partir de là, je vais essayer de comprendre là où il y a des points de douleur, là où il y a des choses qu'on peut améliorer. Et c'est là que ça va me donner mes données que je peux catégoriser hein, en fonction de leur importance stratégique. Et en fait, les données les plus importantes, c'est celles-là que je vais vouloir sacraliser dans un data lake ou dans une structure qui est à part de mes systèmes pour éviter de les doublonner. Et à partir de là, bah, de pouvoir les mettre à disposition des autres métiers. Parce que ce qui crée de la valeur, c'est pas forcément que chaque métier ait son set de données, c'est que chaque métier soit responsable des données dont il a le pilotage parce que c'est lui qui est le principal utilisateur, mais surtout qu'elle soit disponible pour tous les autres métiers. Parce que c'est en créant des passerelles transversales entre les métiers qu'on crée les nouveaux modèles d'affaires et qu'on décloisonne l'entreprise pour créer le plus de valeur. Donc c'est plus une question de méthode que vraiment d'avoir des données qui sont prédéfinies pour chaque entreprise. C'est comment est-ce que je m'y prends pour définir ces données qui sont stratégiques, comment est-ce qu'après je sacralise ces données et je mets la bonne gouvernance pour qu'elles soient en permanence au bon niveau, qu'elles soient justes, et comment est-ce que je m'assure qu'elles sont bien partagées entre toutes les fonctions pour pouvoir créer de la valeur en permanence. Absolument. Mais écoutez, franchement, c'est passionnant, donc je ne peux que conseiller à mes abonnés, et même ceux qui ne le sont pas, soyons fous, de lire ce livre, La méthode Elon, où on voit bah, les différentes tactiques. On voit aussi cette notion de vitesse, hein. Peut-être que je pourrais finir par ça aussi, où il faut quand même des fois voir que cet accès à cette course à l'innovation, notamment dans le milieu de la tech, est très importante. On a l'impression qu'il y a une concurrence enfin, très forte, notamment on pourrait parler de ChatGPT, là, qui d'un seul coup, on a vu en quelques semaines, le nombre d'utilisateurs a explosé plus que n'importe quelle application dans les précédentes, que ce soit Facebook, enfin toutes les Snapchat, etc. Je vais juste peut-être finir par ça, puis après on pourra terminer. Cette compagnie, je ne sais pas si vous la connaissez, qui s'appelle euh, Humane, qui a été fondée par 2 anciens cadres dirigeants de Apple, hein, donc dont une qui était quand même en charge du software. Donc bon, c'est quand même du très, très haut niveau, au niveau d'Apple, et donc qui ont créé cette société avec un seul produit dont peu de personnes connaissent le but, hein, donc c'est centré au niveau de l'intelligence artificielle, et qui ont levé sans que, sauf ceux qui ont investi dans l'entreprise, notamment des grands groupes hein, comme Microsoft notamment, ils ont déjà levé même pas, c'est plus de 100 millions, 200 millions de dollars
en quelques mois, alors qu'on ne connaît pas le produit. Donc, je trouvais ça intéressant de finir sur ce paradoxe un peu où des fois, ben, on donne pas beaucoup d'argent pour des entreprises qui ont un potentiel ou qui ont déjà une valeur reconnue. Et puis là, c'est vrai qu'il y a une porte un peu, pour moi, d'un certain côté, ça dépasse un peu l'entendement pour moi, où on a un produit qu'on ne connaît pas encore et les gens parient dessus. Alors, c'est ce qu'on disait un peu aussi, moi, dans mon métier précédent, c'est que pour qu'un produit réussisse, généralement, il en faut moins 10 ou 15. Donc, c'est stratégique. Il y a un potentiel, on y va. Mais là, quand même, 200 millions de dollars pour un produit qu'on ne connaît pas, c'est quand même intéressant pour quand même le pouvoir de persuasion des personnes. Alors bon, le produit quand même doit être très bien, très abouti, mais il y a quand même un risque derrière, quoi. Il Bien faut, sûr. Ouais, donc je trouve ça intéressant de finir par ça, montrer un peu que dans le milieu de la tech, tout va très vite, y compris les investissements. Donc ça peut monter très vite, mais ça peut aussi descendre très vite, hein. Il y a plein de produits, c'est clair. malheureusement, qui arrivaient trop tôt, des fois, et qui étaient des produits de qualité, mais c'était pas au bon moment. Mais écoutez, merci beaucoup, Michael. C'était vraiment passionnant. Bah, Euh, super. je vous propose qu'on reste juste quelques secondes après la fin de l'interview. Et puis, donc, je vous conseille encore de lire ce livre comme le précédent, hein, sur le Tesla, qui est très intéressant, là, qui était plus au niveau de la comparaison aussi avec le modèle Toyota. Et puis, on se Mmh. dit à très bientôt sur Etech Alsace. Au revoir. Merci, au revoir.